Hey, salut à toutes et à tous. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en ce nouveau lundi. Nouveau lundi qui commence, ça se dégrade un petit peu aujourd'hui. On a eu très très chaud ce week-end. Je sais pas chez vous, mais tout le week-end ça a été épouvantable la température. On est déjà fin de la semaine dernière. Et là, ça a l'air de se rafraîchir un petit peu, ce qui n'est pas plus mal. Bon, trêve de bavardage sur la météo, vous n'êtes pas venu là pour ça. J'espère que vous allez bien. Qui est-ce qu'il y a donc dans le chat donc salut Stéphane, salut René, salut Goyard. Qu'est-ce que j'ai fait de mon chat? J'ai perdu mon chat encore. Bref, bah faites-moi un petit coucou là dans le chat pour me dire si vous êtes là, si vous êtes bien réveillé, si vous avez bien débuté votre semaine. Bah, en tout cas, moi, ma semaine, elle démarre que demain, comme vous le savez, tous les lundis. Moi, je ne fais que du live, je code pour moi, je fais des choses pour moi, et c'est pas plus mal. Bah, on va démarrer tranquillement. On va démarrer tranquillement. On va parler un petit peu très rapidement. J'ai l'impression que j'ai un décalage entre le son et l'image. Est-ce que vous pouvez me confirmer, m'infirmer ceci? J'ai l'impression que c'est un petit peu décalé, pour une raison que j'ignore. Qu'est-ce qui se passe encore? Alors attendez, on va essayer de régler ça en live. Son tout cassé. Hop, on prend la petite caméra. Zoom. Zoom. Hop, alors. On dirait que c'est un petit peu mieux. Ouais, j'ai l'impression que c'est moins décalé. Alors, revenons tranquillement ici. Voilà. Pas de décalage. J'ai l'impression que le son est plus caverneux que d'habitude. Ah, caverneux. Putain, ça a changé de micro tout à l'heure. Voilà le problème. Voilà. Allô, allô. Est-ce que là, vous devez beaucoup mieux m'entendre? Je pense que le son doit être bien meilleur. Je sais pas pourquoi tout à l'heure, j'ai dû avoir un faux contact, je sais pas trop quoi, mais ça avait basculé sur le mauvais micro. Stéphane, est-ce que tu peux me dire? Ouais, le son doit être nettement meilleur. Ça a basculé automatiquement sur le son de la webcam qui est tout pourri, plutôt que de prendre le son du micro. Bon, très bien. Ce sont les aléas du direct, comme on dit. Bon, bah, on va commencer tranquillou. Salut Fanny, salut Tuxinou. Donc le son est de nouveau meilleur, la webcam est meilleure, j'ai pas de décalage parce que moi je constate un petit décalage ici. Donc là c'est bon, on va enfin pouvoir démarrer. Donc on va enfin pouvoir démarrer et on va démarrer par un petit troll parce que j'ai l'ami Emile Hector qui m'a un petit peu trollé sur son live la semaine dernière. Et donc il a fait son live de reprise. Je sais plus quand est-ce que c'était jeudi je crois. C'était jeudi, c'était un live d'anthologie. Là j'avoue que pour un live de reprise c'était énorme. Et donc il m'a un petit peu trollé parce que il me disait que je vais vous passer la vidéo, là ça dure une petite minute. Il me disait que par rapport au chat, moi j'ai souvent tendance à ignorer quand les tentatives de drift, les tentatives de troll dans le chat. Salut Anthony. Et donc qu'en fait on peut me dire de la merde et que j'ignore royalement, etc. Donc je vais vous passer un petit peu la vidéo que j'ai montée la semaine dernière en rajoutant une petite chose. Ça doit être par là que ça se passe. Alors voilà, ça doit être ici. Voilà. La force de Ponceto et de Yordian, c'est que voilà, c'est ça, ils réagissent pas. Ouais, souvent on réagit pas. Des trucs, ils voient de la merde passer, et puis là ils se disent, mais qu'il est con lui, c'est pas possible. Mais ils répondent pas, et moi je réponds. Et c'est ça. Exactement. Ponceto, il ne réagit pas. Mais si je réagis. J'ai vu des replays. Les mecs, attends, Ponceto, dehors ça fait champignon nucléaire. Là ça troll. Ça va faire. Puis il va continuer, oui, parce que en fait, lorsque cette version est sortie, Ponceto, il faut rentrer vite, il faut aller dans l'abri nucléaire. Oui, mais 2 secondes, je suis en train de faire mon live. Je termine mon live. Et donc, la version 42.8 de il est en train de fondre, il se sent plus, mais il va finir son live.
c'est ça la grosse différence entre entre Et ouais, ça c'est du troll. entre Ça, Ponceto c'est quand même et du moi. troll. Voilà, ça c'était un gros troll de l'ami Émile. Donc bravo. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, voilà. Donc voilà, ça drift, ça drift. Ouais, sauf que effectivement, moi j'aimerais quand même rétablir la vérité et donc corriger les erreurs. Donc pour les très très grosses erreurs, je sors ma très grosse gomme. Euh, Ça drift parce que Emile se laisse entraîner systématiquement dans le drift, dans le chat. Donc c'est pour ça, c'est pour ça. Après, je sais qu'il y en a certains parmi vous, les Linux, Hardware et tous les autres, là, je vous connais, je vous reconnais, vous le poussez à drifter et lui, il tombe dans le panneau à chaque fois. Il tombe dans le panneau. Bon, c'est vrai que des fois, il n'a pas tort. Je vois pas trop ce qui se passe dans le chat. Je jette un œil de temps en temps, mais je vois pas tout ce qui déroule. Puis, quand même, on a beau dire, vous êtes quand même beaucoup, beaucoup plus sage ici que chez Emile. Salut Fixou, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, donc ça c'était pour démarrer sur le troll d'Emile. Sacré Emile, je te fais plein de bisous. Là, on s'est bien marré en tout cas, on s'est marré comme des bossus sur ce live, ça c'était quand même assez exceptionnel, je dois avouer. Donc, bon, on va démarrer tranquillou par les petites news de la semaine. Donc, par quoi on démarre? Eh ben, comme d'habitude, on va démarrer par le noyau Linux. La semaine dernière, je vous parlais du noyau 6.6. Donc du 6.5 qui avait été réalisé, le 6.6 qui était en fin de développement et dont la fenêtre d'intégration allait démarrer, et effectivement ça n'a pas loupé, la fenêtre d'intégration a démarré, et la version 6.6 RC1 est arrivée, elle est disponible. Donc comme d'habitude, on va entrer dans une fenêtre d'intégration pour laquelle on aura peut-être 7, 8, 9 release candidates. Ça dépendra de l'actualité et des différentes intégrations et bugs qui pourront être trouvés, éventuellement des intégrations de dernière minute. Ce qui est de notable par rapport aux versions, par rapport à ce qui avait été annoncé, on pensait nettement que dedans il y aurait l'intégration de Bcache-FS. Et je vais revenir un petit peu après sur ce qu'est Bcache-FS. Donc ce file system a été prévu pour être implémenté, intégré directement dans la release 6.6, et surprise, en dernière minute, il a été décidé de ne pas intégrer le patch pour ajouter le support de Bcache-FS dans le noyau. Je n'ai pas trop regardé pourquoi, il doit y avoir sûrement une excellente raison pour laquelle ça n'a pas été intégré. Donc, hey, salut Fred. Donc voilà. Donc alors Bcache-FS Kezako, j'en ai déjà parlé de Bcache-FS. Donc c'est un file system. C'est un file system, je vous affiche ça à l'écran. C'est un file system donc avec support du copy on write entre autres, du chiffrement intégré, de la possibilité de faire des snapshots, d'avoir du cache, un très 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 gros cache, d'où son nom, Bcache-FS. Il est un petit peu dans la droite lignée entre, je dirais, ZFS et ButterFS. Après, je dirais que par rapport à ButterFS, j'ai l'impression que le développement me semble moins erratique. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. En tout cas, il apporte un certain nombre de fonctionnalités qui sont intéressantes et qu'on trouve sur les file systems modernes, hein, comme ZFS. Une des différences qu'il a par rapport à ZFS, c'est qu'il est probablement un poil moins consommateur en mémoire vive. Comme vous le savez, c'est que ZFS, toute la force de ZFS, c'est comment je dirais, de se comporter un petit peu comme l'équivalent d'un RAID hardware matériel, ce qu'il ne faut surtout pas qu'il fonctionne sur un RAID hardware. Donc c'est l'équivalent d'un RAID software. Donc il intègre les fonctionnalités de RAID et il utilise énormément de mémoire vive pour mettre beaucoup de données, des données et des métadonnées en cache, pour justement pouvoir répondre au plus vite aux demandes de lecture et d'écriture sur le disque. Alors, ils sont partis d'un constat. Alors, rappelons que ZFS a été conçu au milieu des années 2000 par Sun Microsystems, et ils sont partis du constat que la mémoire vive, comparée au reste, coûte pas cher du tout, et qu'il est plus facile d'avoir beaucoup de mémoire vive sur un serveur que d'avoir des cartes RAID matérielles, que d'avoir plein de disques, etc., etc. Et donc, l'avantage de ZFS, partant de ce constat, c'était de dire on va essayer de stocker un maximum de choses en mémoire,
de les flusher sur le disque le plus rapidement possible, donc avec une notion transactionnelle, évidemment. Et par contre, dès que les données sont passées par ZFS, elles restent en mémoire un certain temps. Et ZFS, par défaut, par exemple, va utiliser la moitié de la mémoire vive pour la mémoire vive de la machine, hein, justement pour son cache. Donc plus vous avez de mémoire, plus ZFS va être performant, parce que plus il va garder en mémoire longtemps des choses. Donc ça permet d'avoir de bonnes performances en termes d'IO, etc. ButterFS, lui, il est parti d'un constat à l'époque, c'est que XT4FS, XT3 et XT4FS étaient limités notamment sur tout ce qui est je dirais copy on write, sur le snapshotting, d'ailleurs snapshotting qu'on n'a toujours pas dans XT4. Donc ButterFS apportait un certain nombre de fonctionnalités qui étaient assez intéressantes. Donc je pense notamment la gestion des volumes, la gestion des snapshots, je sais plus, peut-être le chiffrement, je sais plus si le chiffrement il est out of the box dans ButterFS. Mais bon, son développement est un peu erratique depuis plusieurs années. Et puis, il reste beaucoup de grosses problématiques sur notamment la gestion des volumes RAID software. Ça ne fonctionne pas sur tous les types de RAID. Il y a différents problèmes. ButterFS a été adopté par quelques distributions comme étant le file system par défaut de la distribution. Mais globalement, on va dire que tout le monde est resté sur le XT4. Alors, Anne-Vue, tu me dis, est-ce que c'est faisable techniquement le snapshot dans XT4 ? Je dirais qu'aujourd'hui, a priori, non, c'est pas prévu, mais il pourrait développer des extensions pour pouvoir le faire. Alors, rappelons que XT4 a cette faculté de pouvoir rajouter des extensions qui sont identifiées par des flags de bits au niveau de la configuration de file system même. Et donc, on pourrait avoir une extension, peut-être que ça existe, je ne me suis jamais trop posé la question, pour pouvoir avoir le support des snapshots. Mais par défaut, il n'a pas été conçu pour ça, ce qui n'est pas le cas de ButterFS. ButterFS a été conçu comme ZFS avec cette possibilité de faire des snapshots, notamment, mais pas que, d'avoir des sous le volume, etc. Voilà. Et BcacheFS, lui, il va se situer, je dirais, un petit peu sur le meilleur des deux mondes, entre ButterFS et ZFS. Alors, rappelons qu'un des gros inconvénients de ZFS, c'est sa licence, et donc il ne peut pas être intégré directement dans le noyau tel quel. C'est pour des raisons tout à fait légales et non pas réellement techniques, et c'est historique. Et donc, BcacheFS vient ajouter ses propres fonctionnalités, mais certaines fonctionnalités qui sont a priori pour certaines plus matures que ButterFS, et donc ça reste un candidat à suivre comme file system de choix d'ici dans les prochaines années. Alors ButterFS, je vais y arriver. BcacheFS, ça fait quelques années qu'il est développé, hein, c'est pas un projet qui est tout neuf. Et donc, il devrait. Il est à suivre, j'en avais déjà parlé sur Twitter notamment. Et donc voilà. Donc, il apporte quand même des fonctionnalités. Je vais vous rafficher ça. Dans les features qui sont actuellement implémentées, donc on a le checksumming de toutes les données, on a la compression, on a le support multi-device, on a aussi la réplication. Ça aussi, c'est quelque chose qui est super intéressant et qui est intégré avec ZFS et qui est quand même super pratique, notamment quand vous faites de la virtualisation multinode, de pouvoir répliquer des volumes en temps réel sur d'autres serveurs. Vous avez donc le chiffrement et la gestion du snapshotting. Voilà. Donc ça, c'est quand même des fonctionnalités qui sont hyper intéressantes, donc c'est à suivre. Et donc c'est dommage, je pensais me dire, tiens, on va avoir la version 6.6 du noyau pour pouvoir commencer à tester ça de façon un peu expérimentale dans des VM, mais là, pour le coup, c'est pas encore intégré. Donc je doute que ce soit intégré dans une des releases candidates de la 6.6 à venir. En tout cas, ce qui est surprenant, c'est qu'au dernier moment, ça n'a pas été ajouté. Voilà pour le tour de Linux 6.6 et de BcacheFS. Dans les news système d'exploitation, ça va faire plaisir à certains et certaines. On peut noter la release, la première bêta de FreeBSD 14, qui est arrivée donc, il y a 3 ou 4 jours, le 8 septembre, donc c'était il y a 4 jours. Donc on a eu la première bêta de FreeBSD 14 donc, qui est arrivée. Donc si on regarde un petit peu
comment je dirais, le planning de release, ça devrait arriver courant octobre-novembre, voilà, globalement. Ce qui est notable, je dirais, en termes de release notes, je vais fermer quelques onglets au passage, toc, voilà. Donc ce qui est notable dans les release notes, surtout ce qui m'a sauté aux yeux, c'est FreeBSD 14 va être quelque part un pivot, puisque à partir de cette version, ils ont décidé d'abandonner le support des plateformes 32 bits. Donc c'est un véritable choix qui est fait. Donc ça ne veut pas dire que là, dans FreeBSD 14, il n'y en aura plus. Au contraire, par contre, ils commencent à partir de la 14 à retirer tout le support des architectures qui sont purement 32 bits. Dans 14 et 15, les binaires 32 bits pourront continuer à être lancés sur des plateformes 64 bits. Et a priori, à partir de 16, tout ce support devrait être évacué. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris en lisant la release note. Donc c'est un vrai choix qui est fait. Rappelons que Debian avait fait ce choix sur certaines de ces versions de ces distributions. Il y a Linux Mint qui avait fait ce choix, qui ne fournit plus de version 32 bits. Ubuntu, c'est pareil. Voilà. Donc il y a un certain nombre de distributions Linux qui ont fait le choix d'abandonner ces plateformes, ce qui est normal, puisque aujourd'hui, elles ne sont plus vraiment, hormis vraiment de l'embarquer, elles ne sont plus vraiment proposées aux utilisateurs. Les utilisateurs, ce qu'ils peuvent avoir, c'est des vieux PC qui sont sur des architectures 32 bits, mais bon, qui vont finir par mourir de leur belle mort. Donc ça semble être une suite, un choix raisonné, une suite assez logique, je dirais, cette proposition d'abandonner les plateformes 32 bits. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Évidemment, je ne vais pas faire toute la liste de ce qu'il y a de nouveau dans FreeBSD 14, du nouveau support matériel, une bonne emphase qui est mise aussi, comme le Linux, sur le matériel AMD, les architectures Zen, notamment les dernières, etc. Donc, alors Goyard, tu me dis, Total Commander est toujours édité en 16 bits. Oui, mais alors là, ouais, il y a les parties, pour revenir là-dessus, il y a les binaires qui sont produits en termes d'architecture, est-ce qu'ils sont compilés en version 32 bits ou 64 bits, mais il y a aussi la partie noyau, le système d'exploitation en lui-même. Le noyau, est-ce qu'il est fait pour tourner, démarrer en mode 32 bits ou pas? Et en fait, beaucoup de distributions aujourd'hui, et beaucoup de noyaux tels que FreeBSD ou même Linux commencent à abandonner complètement le support du 32 bits pur au niveau vraiment du noyau, et après pour le reste, pour le système d'exploitation. Donc après Total Commander, je n'utilise pas, je me souviens même plus ce que c'est. C'est quoi? C'est un gestionnaire de fichiers, c'est ça? Je me souviens plus. Total, que c'est comme un Norton Commander? Ah ouais, c'est ça. Donc lui, il est fait pour tourner. C'est un gestionnaire de fichiers qui est fait pour tourner. Je vais vous l'afficher là, à l'écran. Voilà, Total Commander. Qui est fait pour tourner notamment sous du Windows 3.1, 3.11 encore. Donc effectivement, le 16 bits, là, ça remonte loin. C'est une belle performance, je dirais, d'avoir encore un support pour des archéo systèmes d'exploitation tels que les systèmes d'exploitation 16 bits, tels que Windows 3 par exemple. Je ne sais pas dans quelle mesure il y a vraiment des utilisateurs encore sur ce système, hormis quelques utilisateurs très on va dire des utilisateurs de niche dans certains domaines industriels où j'ai vu de mes yeux vus, vous pouvez me croire sur parole, que j'ai vu des systèmes Windows 3.1 maintenir encore qui maintenir un service critique au sein de certaines entreprises. J'ai vu de l'OS de Warp aussi. Donc c'est dire que même si ces machines sont et ces systèmes d'exploitation sont totalement anecdotiques, on va dire, il y a encore des endroits où tant que ça marche et tant que ça tourne, on ne touche pas parce que il faut un budget pour écrire les applicatifs, pour pouvoir migrer tout ça vers autre chose. Et bref, donc ouais, hardware, ouais, OS de Warp, ouf, ouais, c'est ouf. OS de Warp, hein, ça nous remonte il y a nettement plus de 25 ans encore. Donc, et il y a encore quelques endroits que je l'ai vu de mes yeux, hein, un serveur qui fonctionnait sous OS de Warp. Je ne peux plus vous dire exactement quelle version, mais parce qu'il y a eu plusieurs releases d'OS de Warp. Mais bref, c'est presque inquiétant même à certains endroits. Donc les gens se mettent des œillères, puis ils se ferment les yeux. Surtout, on ne voit pas qu'il y a ces machines, et puis on va croiser les doigts pour pas que ça tombe en panne, pour que ça boote à chaque redémarrage et qu'il n'y ait pas de problème. Surtout que les compétences sur ces OS, on va dire, se sont nettement diluées au fur et à mesure des années.
Alors, je vous avais parlé sur Twitter il y a plusieurs mois de ça. Je vous avais parlé de Carbone. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Carbone, c'est une initiative de Google, une fois de plus, une fois n'est pas coutume. Une initiative de Google pour tenter d'écrire, de réécrire, de produire un langage qui se voudrait remplaçant, je vais mettre tout au conditionnel, qui se voudrait remplaçant du C++. Et donc, c'est un langage qui ressemble, on va dire, qui est à mi-chemin entre le C++ et le Rust, mais qui se veut aussi avoir une compatibilité totale avec le C++. C'est-à-dire qu'on peut compiler avec Carbone du code C++ et utiliser dans le même temps du code en Carbone directement dans le même projet, pour pouvoir notamment faciliter la migration vers un projet Carbone. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait partir d'une base de code, et ça, l'idée est plutôt séduisante, parce que c'est globalement ce qui a pu se passer aussi pour certains applicatifs, c'est avec le C++, où on peut utiliser du C++ dans un projet en C et migrer progressivement certaines parties d'un projet en C++ pour ensuite faire donc une migration progressive et d'avoir au final une réécriture totale. Et donc Carbone cherche à faire un petit peu faire cet exercice de dire je pars d'une base en C++ qui est compilable d'un projet et de pouvoir migrer progressivement vers Carbone. Et avec Carbone, donc, qui propose un certain nombre de fonctionnalités et une syntaxe qui est très très proche, je dirais, qui est proche du Rust, j'ai envie de dire. C'est relativement proche du Rust, je trouve, et dans le concept et dans la syntaxe. Voilà. Donc ça reste... je vous parle de ça parce qu'en ce moment-là, il y a eu un petit regain d'activité ces derniers temps sur le dépôt de Carbone. Alors, même si c'était une initiative Google, on voit bien que là, ça fait partie d'un projet qui s'appelle Carbone Language, qui a fait... et donc, c'est quand même un projet qui n'est pas mené de front par Google, mais qui est mené à part. C'est une expérimentation qui est menée à part. Mais il a fait partie du Google Summer of Code de cette année, je crois. Donc de pouvoir payer des gens pour pouvoir travailler pendant l'été sur Carbone. Donc le projet avance apparemment. Gros spoiler, ce n'est pas encore production ready. Ne vous dites pas je vais prendre Carbone, je vais faire un projet avec et boum, ça fonctionne. Ça reste encore quelque chose qui est expérimental. Ils le mettent à plein d'endroits sur le projet, sur le GitHub du projet, en disant que c'est un projet qui est expérimental. Il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger. C'est loin de produire un code de production. Comme au tout début, par exemple avec Rust, hein, il a fallu une certaine montée en puissance avant que ce soit totalement adopté, mais ça suit un petit peu le chemin. Donc c'est quelque chose qui est à suivre, je pense. Je ne suis pas certain, moi, que ça m'apporte beaucoup de choses, parce que je ne vois pas ce qui me ferait migrer vers du Carbone, hormis une fonctionnalité vraiment totalement incontournable, ou vraiment un vrai changement dans ma façon de coder, etc. Quitte à changer vers un langage, peut-être que je partirais plus sur du Rust. Mais voilà, bon, en tout cas, ça peut être intéressant. Pour être très très honnête avec vous, moi j'ai juste plongé dans la documentation, j'ai regardé un petit peu les différents exemples qui sont montrés. Je l'avais fait déjà il y a plusieurs mois. Je n'ai pas encore du tout récupéré Carbone, je n'ai pas compilé, je n'ai pas fait d'expérimentation avec, donc je ne peux pas vous dire si vraiment aujourd'hui c'est quelque chose pour les développeurs qui soit totalement séduisant. Voilà. Donc, bon. Alors, salut Sylvain. D'ailleurs, tu nous dis Rust, Zig, Carbone, tous veulent concurrencer. Ouais, tous veulent concurrencer le C et le C++. Et ce qui est assez amusant, en fait, tout le monde y va de son invention, de son nouveau langage de développement, de programmation, et tous veulent corriger des problèmes qui soient dans X ou Y langage. Le plus souvent, c'est corriger les problèmes qui est dans le C, ou corriger des problèmes soi-disant qui pourraient y avoir dans le C++, sachant que parfois les problèmes qui sont énoncés ne sont pas tout à fait, pour être honnête, c'est plus des problématiques entre la chaise et le clavier du développeur, j'ai envie de dire. Pour autant, par exemple, Rust apporte des choses qui sont intéressantes, de bonne performance à compilation, une gestion de la mémoire qui est ultra stricte, une gestion des types qui est ultra stricte. Donc il faut aussi pouvoir passer sur ce type de langage. C'est pas donné à tout le monde, et tout le monde n'a pas cette vocation à passer sur ce type de langage, mais en tout cas, tous veulent réinventer le langage du futur. C'est devenu, j'ai l'impression, ces dernières années, une sorte de sport international, plutôt que d'aller
potentiellement aller corriger ou proposer dans les comités de normalisation des choses pour aller corriger. Bah, j'en sais rien, des problématiques qu'il pourrait y avoir dans C++. Alors pour le C++, c'est même un cas à part, puisque dans les comités de normalisation ISO, c'est redevenu très 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 dynamique depuis une bonne dizaine d'années, et effectivement les versions de C++ s'enchaînent à bon rythme et qui apportent des choses qu'on trouve dans d'autres langages. Et ça, c'est par exemple l'écoroutine qui était imaginé depuis longtemps. Les coroutines sont déjà normalisées, standardisées dans C++. Je crois que c'est C++ 20 de mémoire. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc, quelque part, qu'est-ce qui ferait changer de langage pour un développeur comme moi, par exemple, qui est plus C++, pour aller vers un autre langage et donc d'aller faire l'effort de rappeler un nouveau langage qui serait très très peu utilisé sur le marché? C'est compliqué. Rust, c'est différent. Ça y est, Rust est arrivé à un niveau de maturité suffisant où il commence à prendre sur le marché. Mais pour aller convaincre, par exemple, une DSI d'aller réécrire tout ou partie de ses process en passant, j'en sais rien, du Java ou du Go vers du Rust, il faut avoir quand même de très très bons arguments pour pouvoir dépenser de l'argent là-dessus et prendre le risque, parce qu'il y a quand même des risques à réécrire les applicatifs. Ça amène des risques, évidemment. Donc voilà. Voilà pour Carbone. La semaine dernière, je vous avais parlé aussi d'un lecteur de musique dans le terminal qui s'appelait Rust Player, qui était écrit en Rust. Cette semaine, je vais vous reparler d'un lecteur de musique dans le terminal, mais cette fois-ci écrit en Go. Donc je vais vous parler de Gomu. GoMusic, donc, qui est un lecteur de musique avec beaucoup de fonctionnalités, j'ai trouvé, donc, qui est écrit en Go, comme son nom l'indique, qui est aussi donc, facile à utiliser, facile à installer. Donc, je rappelle encore, à l'instar de Rust Player, donc c'est un lecteur de musique qui n'est fait que pour fonctionner dans le mode terminal. Le but, c'est pour des utilisateurs, des utilisatrices qui sont comme moi, qui passent leur temps dans un terminal et pas trop dans les interfaces graphiques ultra fancy, etc. Donc, pour le coup, ce Gomu est plutôt pas mal. Il propose donc des fonctionnalités assez classiques de gestion de playlists, de pouvoir lire différents formats de fichiers, que ce soit des WAV, des MP3, tout ce que vous voulez. Il a aussi une fonctionnalité qui est assez intéressante, c'est de pouvoir faire de la recherche en direct d'une musique sur YouTube. Et si vous avez YouTube Downloader d'installer sur votre machine, de pouvoir télécharger directement en temps réel cette musique et de pouvoir la jouer directement sur votre machine. J'ai trouvé ça plutôt intéressant comme fonctionnalité. Je vais essayer de vous montrer à quoi ressemble voilà, Gomu. On va agrandir un petit peu. Voilà. J'ai dû le télécharger tout à l'heure. Il doit être ici. Voilà. Donc, vous faites un git clone déjà pour commencer. Pardon. Un git clone. Donc, vous allez cloner le dépôt. Ensuite, vous faites ça. Vous allez dans le dépôt Gomu, votre dépôt local. Vous faites go build. Moi, normalement, je crois que j'ai rien retouché depuis tout à l'heure, donc ça doit être c'est OK. Donc go build, qu'est-ce qu'il va faire? Pour rappel, il va aller chercher toutes les dépendances dont il a besoin, soit sur golang.org, soit sur github.com. Il télécharge tout ça, il compile tout et vous vous retrouvez du coup avec un petit binaire plutôt sympa. D'ailleurs, quelle taille fait-il ce petit binaire? Il fait c'est un petit binaire linké statiquement quasiment, hein, parce qu'il fait 21 mégas. Et donc vous lancez Gomu et vous retrouvez directement avec donc cette interface toute simple. Tout à l'heure j'avais lancé history. Alors Gomu, j'avais lancé parce que j'ai viré toute la musique de mon PC, j'ai plus grand chose. Voilà. Donc directement ici vous avez votre interface et vous pouvez lancer de la musique. Voilà, on peut l'ajouter directement à la playlist évidemment. Et vous pouvez directement chercher. Je vais baisser un peu le son. Je sais même plus quels sont les raccourcis, j'ai pas encore testé. C'est pas ça que je voulais faire. Donc vous pouvez lancer directement la recherche sur YouTube en disant tiens, par exemple Walk This Way d'Aerosmith, sélectionnez donc en temps réel votre musique et automatiquement il va télécharger
avec YouTube Downloader ce dont il a besoin. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, vous voyez, il est en train de télécharger. Et ensuite, bah, là, exit status. Hein, je ne sais plus si... Je sais pas, de temps en temps, là, j'ai l'impression qu'ils ont changé des trucs là, sur YouTube. Parce que YouTube Downloader, deux fois, il échoue pour différentes raisons. J'ai l'impression ils essayent de lutter justement contre ce type d'utilitaire. Bon, en tout cas, si la vidéo est téléchargeable, il peut télécharger, récupérer la bande audio et donc vous jouez ça directement dans votre Gomu. Voilà. Donc ça, c'est plutôt, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Bon, là, je vous résume. Oui, oui, mais c'est ça. Je dis YouTube Downloader, c'est YouTube-DLP évidemment. Ouais, c'est un abus de langage. Mais donc je trouve ça plutôt intéressant. Je ne vous ai pas énuméré toutes ces fonctionnalités, puisqu'il y a les fonctionnalités d'un lecteur de musique classique, un peu comme Rose Player. Mais je trouve que cette petite fonctionnalité supplémentaire, et puis il y en a quelques autres qui sont quand même assez intéressantes, je trouve. Alors, toi, Stéphane, tu dis si on pouvait accéder aux playlists Spotify, je change de lecteur. Bah écoute, j'ai pas du tout regardé. Attends, on va regarder sur. Hop. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Mais voilà. Alors, voilà. Je vais y arriver. Je crois que j'ai mis le mauvais raccourci. Alors, YouTube, donc la Spotify. Non, il n'a pas l'air de. Il n'a pas l'air de supporter Spotify. Mais, ah oui, c'est un truc qui est intéressant dans ce projet. C'est que il est extensible. Il a à l'intérieur un langage de script qui existe sur lequel vous pouvez écrire vos propres extensions, un peu comme NeoVim, Vim ou d'autres projets qui ont leur propre langage de script. Donc il a son propre langage de script et vous pouvez écrire des petites extensions avec un langage assez expressif. Et donc ça, je trouve ça aussi plutôt sympa. Tu ne pourras plus voir les pochettes d'albums des musclés. Mais je pense qu'on peut voir les pochettes d'albums, parce que rappelez-vous, c'est pas parce qu'on est en mode terminal qu'on ne peut rien afficher. Rappelez-vous, je vous avais montré une fois, c'était le navigateur Chrome qui avait été porté en mode terminal. C'était, comment il s'appelait déjà, Chrome dans un terminal. J'avais partagé ça sur Twitter il y a un sacré moment de ça. Alors, je vais essayer de retrouver ça. Hop. Le temps que ça charge. Ouais, avec Anchor 6, ouais. Chrome Terminal. Hop, on va filtrer directement. Alors, je sais plus. Non, je retrouve plus comment il s'appelle. Je me souviens plus. Je l'ai revu passer il y a pas longtemps. Moi, j'ai aucune mémoire en plus. La merguez party. Ah ouais, la merguez party, directement, je vous mettrai ça. Mais en fait, je pourrais vous mettre la merguez party, je pourrais vous mettre les musclés directement là dans le live, mais ce serait un coup et se faire striker, je vous jure. Ce serait un coup à dire hop, tu enfreins les droits d'auteur, etc. Allez, vas-y, rack. Donc, alors, tac, tac, tac. Donc, c'est Carbonil. Voilà, j'ai retrouvé ça. Donc, c'est Carbonil. Je vous avais parlé de ça. Quand est-ce que c'était? C'était en janvier. En janvier, je vous avais parlé de ce projet un petit peu what the fuck, donc, qui est Carbonil, donc qui permet d'avoir un navigateur Chrome, enfin Chromium là pour le coup, qui est compilé et dont il s'affiche non pas dans une interface graphique, mais directement dans le terminal. Donc c'est plutôt le projet what the fuck, mais ça permet quand même, l'air de rien, d'avoir un navigateur complet, donc qui est Chromium, qui fonctionne avec toutes les fonctionnalités de base et qui s'affiche dans le terminal et qui est capable d'afficher, bien évidemment avec la résolution du terminal que vous utilisez, d'afficher des images super pixelisées certes, mais d'afficher des images. Voilà. Salut Frédéric Chavenet. Comment vas-tu? Tu passes juste en coup de vent. Bon, bah écoute, de toute façon, je pense qu'on a bientôt fini. Par contre, il y a une chose que je ne sais pas, c'est est-ce que Titi Moby stream aujourd'hui? J'ai envoyé un message tout à l'heure, il ne m'a pas répondu, le petit pingouin là. Mais s'il stream, on fera tout à l'heure un petit raid chez lui.
Et donc, je voulais finir sur le dernier sujet dont je vous ai parlé aussi la semaine dernière. Je vous ai dit que la semaine dernière que j'étais en train d'écrire un émulateur de chip sonore en JavaScript. Donc, un émulateur Titi les décos pour le moment. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'est pas très disponible aujourd'hui. Ah, il stream. Ah, ok, merci Stéphane. Donc, je vous avais parlé donc, de ce projet. Je suis en train d'écrire un émulateur d'AY3 8910 ou YM2149 qui est un clone. Donc, c'est un chip sonore qui était très utilisé dans les machines des années 80, dans les bornes d'arcade, même dans des cartes son, certaines cartes son PC, notamment les cartes son qui étaient sur les PC compatibles Tandy à l'époque. Donc c'est un chip qui est très connu et reconnaissable au son qu'il produit, puisque c'est vraiment le son chiptune dans toute sa splendeur. Et je vous avais dit que j'étais en train d'écrire donc ce projet et j'ai plutôt pas mal avancé, je dois dire. Je vais vous montrer ça. Hop, si j'arrive à retrouver mon petit terminal qui va bien. Voilà. Alors, je prends ça. On va afficher l'écran de gauche. Je vais me mettre. Alors, je vous demande juste un petit instant. Je vais me mettre dans mon code. Donc le projet s'appelle donc AYM.js. Alors AYM, pourquoi? Pour AY38910 ou YM2149. Donc j'ai pas été super inventif sur le coup. Et donc si je vous affiche ça, hop, on va se mettre sur mon localhost. Voilà, donc ça a quand même fait quelques progrès en termes d'interface graphique, puisque là, j'utilise Pico CSS pour décorer un petit peu mon petit projet. Pico CSS, je rappelle, donc c'est un tout petit framework CSS qui permet d'avoir des résultats qui sont quand même assez intéressants, qui est très peu intrusif, et puis qui a aussi une approche qui est très... comment je dirais, vous n'allez pas mettre des classes en veux-tu en voilà sur tous les tags. Il a une approche très sémantique, donc il va appliquer par défaut en fonction de la sémantique de votre document, par exemple body header, body footer, article header, article footer, directement des styles de façon extrêmement sémantique. Donc ça permet d'avoir des résultats sans trop d'efforts, des résultats qui sont quand même assez intéressants. Et donc l'AYM.js, j'ai continué. Alors j'ai pas beaucoup travaillé cette semaine, mais j'ai pris une petite poignée d'heures justement pour travailler un petit peu sur l'IHM, pour travailler sur le kernel de l'émulateur. Donc comme je vous le disais, ça m'a permis aussi de rentrer dans l'API Web Audio. Et donc l'API Web Audio, son fonctionnement et surtout d'écrire donc un son de processeur. Et un son de processeur donc dans l'API Web Audio, c'est un processeur, c'est une worklet, donc c'est un audio worklet processor, donc qui est une worklet donc qui tourne dans son propre thread. Et donc c'est un thread à part du thread principal du navigateur. Et vos deux threads communiquent par une file de messages. Et donc, j'écris donc cet audio worklet processor qui permet donc de faire l'émulation du son, parce que j'écris un émulateur, l'audio worklet processor instancie cet émulateur, et il a aussi un système donc de player interne sur lequel je pouvais lui fournir les musiques au format AY, puisqu'il existe dans le domaine de l'émulation des musiques qui ont été pour lesquelles on a comment je dirais, dumpé les registres du processeur sonore et on les a mis dans un fichier. Donc là, pour l'instant, je suis sur une phase où j'ai donc une IHM qui fonctionne. Alors moi c'est à l'ancienne, hein, j'ai le modèle vue contrôleur. Donc là, le contrôleur va gérer la partie view que vous avez à l'écran et la partie modèle qui est l'audio worklet processor pour discuter avec. Et donc j'essaye de me rapprocher le plus possible d'un hardware physique. Donc j'ai le bouton power qui permet d'allumer la machine, reset pour pouvoir initialiser le processeur, pause pour pouvoir mettre l'émulation hardware en pause. Comme le chipset il a 3 sorties son, je peux muter les canaux A, B ou C et régler la sortie audio, je peux régler son gain. Et donc après, pour la partie lecteur d'une musique, je peux envoyer des signaux qui permettent de dire je fais lecture, je fais stop, je vais sur le morceau précédent, le morceau suivant. Donc là, je suis en implémentation puisque l'émulateur en lui-même est quasiment complet. J'ai encore un petit peu de travail à faire sur la gestion des enveloppes et la gestion de certains effets et tout ça. Mais en tout cas, là, je travaille sur la partie pouvoir récupérer des musiques au format YM
et de pouvoir les lire directement dans mon lecteur. Donc en gros, là, pour l'instant, je fais une petite musique toute bête où je monte la gamme. Voilà. Donc, on peut couper directement chaque canal. Hop, on va baisser un petit peu le son parce que c'était un peu fort. Voilà. Donc là, on reconnaît facilement ce fameux son chiptune. Et le son chiptune, qu'est-ce que c'est? Parce que ce sont des ondes carrées. Ce sont des signaux carrés qui vont se faire à différentes fréquences. Et donc, je peux tous les canaux, les mixer ensemble, etc. Hop, on a le stop, parce que je ne vais pas vous casser les oreilles plus que ça. Donc, bonjour Adrien, bienvenue. Ah bah écoute, c'est cool que tu sois là pour pouvoir être en live. Donc, Titi Bobby qui a pété son blog juste avant un stream où il devait diffuser des infos de son dernier article. Tu as tout pété, Titi. Donc voilà, donc j'ai bien avancé sur le code, donc ça reste, comme je l'ai dit, c'est écrit en JavaScript, qui n'est pas du tout mon langage de prédilection, mais moi je trouvais intéressant de faire cet exercice pour appréhender l'API Web Audio, pour pouvoir faire un truc un petit peu différent. Et donc je pense que très rapidement là je vais avoir un player de musique des jeux des années 80 assez rapidement. Donc là je suis à une phase où je suis en train de travailler vraiment sur la partie, je récupère les fichiers au format YM, du coup je récupère la valeur des registres et je les injecte donc en temps réel dans l'émulateur. Donc comment ça fonctionne? En vrai, l'émulateur, donc tout va se passer globalement dans l'Audio Worklet Processor. L'Audio Worklet Processor, comme je l'ai dit, il va instancier l'émulateur de chip AYM, AY38910 ou YM2149. Et donc, on va lui dire, ce chip, il correspond à tel chip dans la vraie vie, il fonctionne à telle fréquence, par exemple, par défaut, c'est 1 MHz. Et puis, donc, il y a l'API de l'émulateur qui permet de dire, je peux écrire dans les registres, je peux lire depuis les registres, j'ai rajouté une API d'un peu plus haut niveau qui permet de dire, mets-moi sur la sortie A un signal carré à telle fréquence, mets-moi sur la sortie C un autre signal à telle fréquence, etc. Donc là, j'ai quelque chose qui est utilisable ailleurs d'un Audio Worklet Processor, mais l'Audio Worklet Processor s'appuie dessus. Et donc, il a une boucle qui permet de dire l'Audio Worklet Processor, il va vous appeler chaque fois qu'il a besoin de 128 samples. C'est ce qui est standardisé. En tout cas, aujourd'hui, tous les 128 samples, il va nous appeler. Donc, on va rentrer dans cette boucle. Par sample, on va faire tant de cycles d'émulation de l'émulateur d'AY. Et en parallèle, il y a le song, la musique, qui fonctionne un peu de la même manière, qui a donc une bit, on va dire, qui va envoyer à une fréquence fixe des données dans les registres du processeur sonore. Par exemple, pour les musiques au format YM, en fonction, si vous venez souvent donc, de l'Amstrad CPC, de l'Atari ST ou d'autres choses, souvent vous avez une trame qui fonctionne à 50 Hz. Donc tous les 1/50e de seconde, on a un dump des registres et on envoie ce dump des registres à l'émulateur. Donc en gros, il y a une sorte de double boucle qui permet donc dans l'Audio Worklet Processor de dire tous les samples, à chaque sample, je vais exécuter tant de cycles de l'émulateur de chip et je vais avancer de temps dans le son. Et donc la musique va envoyer, chaque fois qu'on avance dans la musique, il va envoyer donc les valeurs du registre dans l'émulateur. L'émulateur va mettre à jour son état et au retour de ça, on récupère la valeur des sorties A, B et C et on dit à l'Audio Worklet Processor, voici ton prochain sample sur les canaux stéréo gauche et droite. Voilà. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Très bientôt, parce que là ça reste encore un petit peu expérimental, je veux produire un truc qui soit de bonne qualité, mais comme j'ai dit, je mettrai le projet sur mes miroirs GitHub, gitlab.com et Bitbucket. Pour l'instant, tout ça c'est sur mon GitLab privé. Mais là j'arrive à un stade où ça commence à être plutôt pas mal mature. J'ai écrit aussi un code en C++ qui permet de prendre des fichiers au format YM et donc de pouvoir les dumper et de produire directement un objet JSON donc directement en JavaScript que je vais pouvoir intégrer dans ma playlist directement à l'intérieur. J'ai fait ça justement pour pouvoir avoir un petit peu
de quoi jouer de la musique sans forcément à faire le décodeur de fichiers au format YM directement dans le navigateur, ce que je ferai dans un second temps. Voilà. Voilà où en est l'état de ce projet. Donc, hop, je vais vous remettre un petit peu de musique. Quelle belle musique, n'est-il pas? Donc, ça avance plutôt bien. Donc, maintenant, je crois qu'on va aller chez l'ami Titi Moby. Est-ce qu'il est prêt, l'ami Thierry? Est-ce qu'il est en live? Est-ce qu'il stream? Bah écoute Sylvain, ça me fait plaisir. Toi en plus, toi qui es musicien. Donc je sais que ça t'intéresse pas mal ce type de projet. Mais très très bientôt, là, vous aurez accès au code source et vous pourrez faire joujou avec. Vous verrez, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs un petit peu sympas. Voilà. Bon bah on va pouvoir partir chez l'ami Thierry. On va aller faire le petit raid des familles comme on fait d'habitude. Alors raid Titi Moby. Est-ce qu'il j'ai pas l'impression si ça marche. Si ça marche, c'est bon. Donc on va aller chez l'ami Thierry. Moi je vais vous faire plein de gros bisous. Encore merci d'être toutes et tous là tous les lundis à midi 15, midi 20. Je sais que c'est un horaire qui est assez particulier. Donc moi ça me fait vraiment plaisir d'avoir autant de monde sur une tranche horaire qui est normalement aussi creuse. Franchement ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Donc moi je vais vous faire plein de gros bisous, plein de gros câlins. Moi je vais vous dire ensuite à la semaine prochaine. Je garde toujours en tête, juste pour terminer, que je vais faire des live codes sur du C++, peut-être aussi sur du JavaScript là, avec mon émulateur. Ça permettra de rentrer un peu plus dans les détails. Et comme je vous avais dit, j'aimerais avoir des guest stars directement aussi sur ce stream. Donc très bientôt, je vous proposerai donc des invités. Il y en a pas mal déjà que j'ai déjà identifiés qui viendront parler sur ma chaîne. Ça permettra d'avoir des conversations ouvertes sur de la tech, sur de l'actu et tout ça. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous et on va chez l'ami Thierry. Allez, ciao, ciao, ciao.